if I speak, I am in big trouble. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super en ce début de semaine. Comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre week-end s'est bien passé. Week-end de retour de trêve internationale pour notre merveilleuse Ligue 1. Donc, comment ça pourrait mal se passer? Je ne sais pas. En tout cas, moi, ça a été super. J'espère que c'est pareil de votre côté. Voilà, comme je l'ai dit, la Ligue 1 a repris ses droits ce week-end. Et forcément, on est là pour faire ce petit débrief un petit peu, pas quotidien, hebdomadaire. Voilà, je cherchais le mot, je cherche mes mots direct. Petit débrief hebdomadaire pour voilà, parler de ça. Comme d'habitude, j'aurai pas le temps d'aborder tous les matchs du week-end. Je vais essayer de faire un focus sur 5 matchs en particulier. Certains, je vais les laisser de côté parce qu'il y a pas eu match. D'autres, je les laisse de côté volontairement pour pourquoi pas faire des focus un petit peu plus précis sur des équipes qui méritent d'être abordées, qui méritent d'avoir une vidéo à part entière. Voilà. Je pense par exemple à Lyon. Je pense que je ferai une vidéo très bientôt pour parler de la situation. Mais voilà, en tout cas, j'ai décidé de prendre 5 matchs en particulier qui sont déroulés ce week-end. Donc ça fait quand même pas mal de matchs à débriefer. On va commencer, on va faire comme d'habitude dans l'ordre chronologique. Tout d'abord, Lens contre Strasbourg. Gros choc. J'ai hâte d'en parler avec vous parce que c'était un match qui était quand même assez attendu entre deux équipes un petit peu coup de cœur de ce début de saison. Coup de cœur dans le sens où, dans la manière dont elles ont de jouer, c'est deux équipes très plaisantes à regarder. Alors, il n'y a pas toujours les résultats, évidemment. Sinon, on leur donne le titre et puis voilà. Mais quand on allume la télé pour voir Lens ou Strasbourg, on n'est que très rarement déçu. C'est toujours beaucoup de beaux jeux. Donc moi j'avais bien hâte de suivre ce match-là et j'ai pas été déçu, ça a été assez intéressant sur plein d'aspects, donc on y reviendra. Ensuite on va continuer, on va parler de Rennes-Monaco, là aussi gros choc entre deux équipes totalement différentes dans leur dynamique, mais on y reviendra, deux équipes qui jouent le haut du tableau. Et ensuite, deux matchs un peu plus qui se concentrent un peu plus sur le bas du classement avec Toulouse-Angers et Brest-Metz. Et on finira par le match du dimanche soir qui a opposé Lille et le Paris FC. Donc ça aussi très intéressant à analyser. Et voilà, je pense qu'on peut partir directement dans l'ordre des matchs qui se sont joués. Comme d'habitude, je reviens un petit peu sur plein d'aspects qui m'ont moi marqué. N'hésitez pas à me dire vous ce qui vous a marqué sur ces matchs-là en particulier ou sur d'autres. Et voilà, on peut commencer directement par pas le premier match qui s'est joué ce week-end. Le premier, ça a été Marseille contre Nice, qui s'est soldé par une franche défaite de Nice, mais qui est surpris. Pas grand monde. Bon, on y reviendra peut-être aussi la situation niçoise, ça mérite de faire une vidéo aussi. Donc je laisse ça de côté. Mais on a eu ce match-là qui était samedi, je crois, Lens contre Strasbourg. Donc match très intéressant. Comme je l'ai dit, deux équipes qui proposent du beau jeu et qui sont très ambitieuses. Lens, je pense, encore plus, notamment revancharde par rapport à la saison dernière. Strasbourg aussi revanchard par rapport à la saison dernière, parce qu'on le rappelle, ils se sont fait déclasser à la dernière journée à cause d'un penalty du Havre. Donc quand même, t'as un peu le seum quand tu te fais déclasser à la dernière journée. Et Lens revanchard parce que pas de compétition européenne cette année à cause de leur 8e place, si je dis pas de bêtises, 8e ou 9e, 8e je crois Lens, de la saison dernière. Donc ils ont tout le temps de se consacrer à la Ligue 1 et ils ont des ambitions européennes d'autant plus accrues. Donc c'était vraiment un choc au sommet qui a vraiment tenu toutes ses promesses. En plus de ça, Lens est resté vraiment sur deux victoires assez importantes et qui avaient vraiment remis une bonne dynamique. Ils avaient perdu contre Metz, mais ils avaient enchaîné deux victoires, dont cette victoire large contre Monaco qui les avait vraiment mis très en confiance avant la trêve. De son côté, Strasbourg, un peu plus compliqué la dynamique. Il y avait eu quand même cette belle victoire contre Lille,
qui venait mettre bien aussi en compétition européenne. Ils jouent la Conference League, ça va aussi. Ils arrivent à avoir beaucoup de bons résultats. Donc ça avait bien relancé la machine. Il y avait eu cette défaite contre Rennes qui avait un peu mis en difficulté la confiance. Mais là, ils se pointaient à Bollaert avec vraiment des bons acquis et beaucoup d'ambition. Et ça va se voir notamment dans le choix de la composition d'équipe. Parce que comme à son habitude, ça pour le coup, on n'est pas surpris. Liam Rosenior, il va aligner une défense à 3 ou à 5. Mais là où il y a un peu plus de... pas de surprise, parce qu'on pouvait s'y attendre, ça avait déjà été le cas avant la trêve face à Lille, mais c'est voilà l'instauration et vraiment la confiance qui est donnée à ce duo d'attaque Emmanuel Emega, Joaquin Panicelli. Je rappelle que Panicelli, c'est le meilleur buteur de notre championnat, encore actuellement, si je ne dis pas de bêtises. Emega, il revenait de blessure avant la trêve, donc il a été titulaire contre Lille. Ça l'avait aligné avec Panicelli du coup à 2 à la pointe de l'attaque. Là, c'est de nouveau le cas, donc ça montre que Rosenior, il a confiance en ce binôme-là. Petit aussi ajustement avec l'introduction de Félix Le Maréchal dans cette position de numéro 10, qui change un peu. On avait un peu plus l'habitude de voir Enciso par exemple, titulaire. On avait eu aussi du Amo Ameyo, pas mal de joueurs de toute façon qui est utilisé par Liam Rosenior. Il a un effectif très large et il s'en sert. Donc là, c'était le Maréchal, mais vraiment le choix fort, ça restait ce duo d'attaquants qui du coup a la confiance du coach. Côté Lens, pour le coup, là, il n'y a aucun changement à part la titularisation de Gagnou. En défense centrale à cause de l'absence de Gradit, mais à part ça, c'est du plus que classique. Forcément, Lens, ça marche bien, on reste sur ce qui marche bien, on ne change pas une équipe qui gagne, comme j'aime le dire, c'est pas de moi. Mais voilà, en tout cas, il se pointait dans cette opposition avec pas mal d'acquis, et on va le voir dès l'entame, ça va payer. Grosse domination de Lens qui prend à froid, c'est le cas de le dire, il faisait très froid dans le nord ce week-end. Qui prend à froid les Strasbourgeois à domicile. Ils vont vraiment se faire secouer Strasbourg et ils vont passer un sale quart d'heure. C'est vraiment le cas de le dire parce que les 15 premières minutes, elles sont vraiment dominées par Lens avant que Strasbourg mette peu à peu son jeu en place et vienne dominer la majorité le corps de cette première mi-temps grâce à justement leur qualité technique. Ils arrivent à pas encaisser de but dans le temps fort lensois et ils vont reprendre le contrôle du ballon et ils vont même jusqu'à se procurer des vraies occasions. Ils vont mettre en danger la défense lensoise qui, elle non plus, va pas craquer. On va se ramener au vestiaire à 0-0, match nul. Mais on sent que la dynamique, elle a été d'abord pour Lens en début de match, puis ensuite Strasbourg a vraiment pris les devants. Fin de première mi-temps, il y a quand même cette grosse occasion pour Lens qui vendange clairement ces occasions par péché d'altruisme. J'ai l'impression qu'ils se sont fait un peu trop de cadeaux. Les Lensois, ils avaient vraiment les occasions les plus chaudes et des fois, ils font un petit peu la passe de trop. Il y a un peu ce côté-là, Hudson-Edouard, Wesley Saïd, Florian Thauvin, Adrien Thomasson, pour ne citer que les joueurs les plus offensifs. Ils adorent se trouver et combiner dans les petits espaces. Donc des fois, il y a la passe de trop qui intervient dans la surface et ça va empêcher Lens d'ouvrir le score en première mi-temps en tout cas. En deuxième mi-temps, le match il va beaucoup plus s'ouvrir. C'est un match qui a beaucoup d'intensité. Deux équipes qui jouent avec un rythme up-tempo, si je puis me permettre. Beaucoup de courses, que ce soit du côté de Lens ou du côté de Strasbourg. De toute façon, c'est deux équipes qui jouent avec des défenses à 3 et des pistons qui sont obligés de répéter les efforts. Donc le match va un peu s'ouvrir parce qu'on sent que les capots commencent un peu à fumer des deux côtés et ça va profiter à Lens qui va finir par marquer sur coup de pied arrêté. Je rappelle que Lens, c'est la meilleure équipe d'Europe sur coup de pied arrêté. C'est eux qui marquent le plus sur ces phases arrêtées devant Arsenal notamment, qui est censé être spécialiste dans
dans ce domaine-là, donc c'est quand même à souligner. Ils vont encore réussir à marquer, ce sera cette fois-ci sur corner. Et juste après le but, on a un enchaînement du coup but et carton rouge pour le jeune milieu de terrain El Craquito Valentine Barco qui va prendre son carton rouge sur une semelle un peu trop appuyée, sur un tacle un peu trop appuyé. Donc ça va vraiment mettre Strasbourg au plus bas. Ils se remettront jamais vraiment du but lensois en vérité, même quand ils sont à 11 contre 11 pendant les 7-8 minutes qui suivent le but. On sent que c'est plus Lens qui va chercher à appuyer et à mettre la tête sous l'eau des Lensois qui vont subir la pression. Et le carton rouge, il vient un petit peu sceller leur destin, si je puis me permettre. Donc au final, courte victoire de Lens, victoire 1-0, mais beaucoup de bonnes choses pour les nordistes qui continuent à montrer que c'est une équipe du haut de tableau. Et d'ailleurs, ils vont rejoindre ce wagon de 3. On en reparlera peut-être, mais il y a vraiment trois équipes qui se détachent avec Paris, Marseille et Lens. Donc c'est les Lensois qui arrivent à raccrocher ce wagon. Voilà, je retombe sur les mêmes mots. Par contre, du côté de Strasbourg, dynamique beaucoup plus compliquée. La deuxième mi-temps, elle va mettre un coup au moral dans la confiance qu'ils ont pu avoir depuis le début de saison. Ils vont pas trouver forcément les solutions, même les entrants et les choix de Guillaume Rosenior vont pas payer forcément après avec le carton rouge, ça va être d'autant plus compliqué. Strasbourg, ils vont être relégués à la 5e place. Donc après un gros début de saison, là ça cale un petit peu. À voir la suite pour Strasbourg, mais voilà, encore une contre-performance contre un gros du championnat. C'est vrai qu'on leur reproche souvent ça, d'être fort contre les faibles, mais faible contre les forts. Et ça se confirme un petit peu, encore une fois, ce week-end, avec cette nouvelle défaite face à un top 5 de notre championnat. Donc, va falloir vraiment gommer cet aspect-là et repartir au travail pour Strasbourg s'ils veulent accrocher une place européenne. Je pense que leur objectif, c'est un top 5, on va pas se mentir, voire top 3. Et c'est en battant les équipes du haut de tableau que vous arrivez à ces objectifs-là. Donc, va falloir se reprendre, clairement, pour eux. Et une autre équipe qui va devoir se reprendre parce que ça devient compliqué, c'est l'AS Monaco qui affrontait le Stade Rennais à l'extérieur. Match là aussi du haut de classement. Je parlais de l'attente que j'avais autour de Lens Strasbourg en termes de jeu. Il y avait de l'attente aussi autour du match entre Rennes et Monaco parce que c'est deux équipes très ambitieuses. Par contre, dans le jeu, c'est pas la même histoire. Clairement, ils font beaucoup moins rêver les deux. C'est parfois très compliqué de regarder et l'un et l'autre. Donc là, match entre les deux, ça faisait un peu peur sur cet aspect-là. Par rapport aux dynamiques des deux équipes, on a une équipe de Rennes qui renaît complètement par rapport au début de saison. On en avait parlé, hein, Habib Beye, c'était même plus une sellette, c'était un siège brûlant. Lui, il croyait un moment être viré. Au final, le club lui a dit non, tu peux rester. Il y avait des tensions avec les joueurs. Ludovic Blas, Seko Fofana, laissé à l'écart. Il y en a un qui met des stories en mode on bosse, l'autre qui ne le prend pas dans le groupe. Donc il y avait un environnement néfaste, toxique à Rennes. Et j'ai l'impression que ça s'est dissipé en l'espace de quelques semaines, clairement. Notamment grâce à 2 victoires d'affilée. Même si il n'y a pas toujours la manière du côté de Monaco. Cette victoire contre le Paris FC, elle a vraiment mis bien. Pour le moral et tout. Du côté de Monaco, c'est un peu plus compliqué avec là ils ont enchaîné 2 défaites consécutives contre le Paris FC et Lens avant la trêve. Donc en plus ils sont fait corriger par Lens, donc c'est assez compliqué dans la dynamique et la confiance qu'ils peuvent avoir. Donc ils se déplaçaient au Roison Park avec vraiment l'idée de se relancer et d'essayer pourquoi pas d'accrocher ces équipes ambitieuse du haut de tableau et faire respecter un petit peu le standing qu'est censé avoir cette équipe-là. Au niveau des choix pour les deux coachs,
Côté Rennais, côté Habib Beye, bah forcément, on reste sur ce qui fonctionne bien depuis quelques matchs. Hein. Il a réussi à enchaîner 2 victoires alors qu'avant c'était catastrophique. Bah, il ne va pas changer ça, ça reste sur un 3-5-2. Il y a quand même une alternance entre Mbolo et Kader Meïté devant. Mais cette fois-ci, c'était Mbolo qui a été titularisé. Grand bien lui en a fait parce qu'il a réussi à marquer. Donc bon choix d'Habib Beye, mais voilà, sinon ça reste la même chose au milieu avec Rongier, Camara, Cissé. Devant, on reste sur Esteban Le Paul avec un autre attaquant. Des pistons Tamari, Frankowski. Il y a aussi du Quentin Merlin qui peut s'intégrer, mais en tout cas, les acquis restent les mêmes. Du côté de Monaco, il y a quand même pas mal de changements. Effectifs assez profonds, notamment sur le front de l'attaque. Il y a pas mal de joueurs offensifs qui sont disponibles. Et là, à 18h, il a décidé de changer son animation offensive avec la titularisation de Georges Ilenikina. On avait eu du Balogun, on avait eu du Biret, on avait eu les deux associés, du Fati associé avec un autre attaquant. Cette fois-ci, c'est un attaquant central avec deux joueurs un petit peu plus électrons libres, en la personne de Fati et Akliouche pour l'accompagner. Donc à 18h, on sent qu'il cherche encore la bonne combinaison offensive, même si c'est pas là, je le rappelle, que Monaco galère le plus, on va pas se mentir. Les problèmes, ils sont défensifs. Et justement, défensivement, il y a aussi du changement, parce que à 18h, il va pouvoir compter sur ce match, sur le retour de Denis Zakaria. On sait que ça a été un grand absent, et il a souvent été mentionné comme une excuse entre grosses guillemets aux problèmes défensifs que pouvait rencontrer Monaco. On disait souvent ouais, ça marche pas Monaco, mais c'est parce qu'aussi il n'y a pas Denis Zakaria. Bah là, il était de retour. Du coup, ça a décalé Tedze en défense centrale, un poste où il a été un peu plus habitué, soit en défense centrale ou en piston. Mais voilà, retour un petit peu des cadres, enfin du cadre monégasque, en tout cas Denis Zakaria au milieu de terrain. Je dois mentionner forcément le retour de Paul Pogba dans le groupe, même si pour moi ça reste quand même un peu anecdotique. Il a joué un petit peu en fin de match, mais voilà, on s'attardera un peu plus sur lui quand il sera titulaire. Mais voilà, du côté des compositions et des choix des deux entraîneurs. Et sur le match, le début de match en tout cas, on va voir que le choix à 18h de Ilenikina et cette animation offensive avec Akliouche et Fati, elle va être axée sur la volonté de jouer beaucoup plus dans le dos des défenseurs. En début de match, Ilenikina, il va être pas mal hors jeu, mais on se dit que à chaque fois, ça se joue à pas grand-chose. Et donc, ouais, il y a vraiment cette consigne de prendre la profondeur et d'aller jouer dans le dos des défenseurs rennais, ce qu'on n'avait pas forcément beaucoup vu dans les semaines précédentes, que ce soit avec quand c'était Mika Biret aligné à la pointe de l'attaque ou avec du Balogun. Ça restait quand même beaucoup de jeux dans les pieds. En même temps, ils ont pas mal de techniciens, la personne de Golovin, de Akliouche, de Minamino. Voilà, c'est Fati aussi, c'est quand même des joueurs très à l'aise techniquement qui aiment bien combiner. Donc c'est vrai qu'on avait préféré jouer dans les pieds. Et là, il y avait vraiment cette consigne en début de match, j'ai trouvé, d'aller se projeter dans le dos. La première mi-temps, elle va être dominée par Monaco, mais ils vont quand même encaisser un but assez rapidement. Un but, est-ce que c'est un but casquette ou non, je sais pas, mais en tout cas c'est un but assez chelou. Sur un centre, ça tombe sur la jambe d'Aïd Boudlal qui n'était pas du tout préparé pour la reprendre. Ça finit en but et ça fait un 0 assez rapidement. Je crois qu'il marque à la 11e, Aïd Boudlal. Ouais, 20e, un peu plus tard. Mais en tout cas, un peu beaucoup même contre le cours du jeu. Monaco qui dominait, mais Rennes qui marque. C'est pas un scénario rare hein, qu'on peut voir avec Monaco, notamment à cause de leur défense. Et là, c'est criant encore une fois. Sur la seule occasion de Rennes, ils vont prendre le but. Donc même s'ils dominent toute la mi-temps, ça sert à rien. Ils rentrent au vestiaire à 1-0. Et c'est clairement frustrant parce que tu sens toutes les qualités des joueurs. Mais derrière, t'as l'impression que ça ronfle et qu'il y a des fondamentaux qui ne sont pas du tout maîtrisés de la part des défenseurs monégasques. Et ça va encore se voir à la sortie des vestiaires où ils vont prendre un but rapidement.
Je crois que c'est à la 49e minute, le deuxième but rennais, ouais, c'est ça, le but de Mady Camara. Il intervient hyper rapidement à la sortie des vestiaires. Ça montre aussi que Monaco, ils n'étaient pas prêts. La défense, elle ronfle complètement. Ils sont pas du tout préparés pour les attaques rennaises. Et au final, Rennes, ils ont quasiment 2 occasions et ils marquent 2 buts. Donc aucune solidité, aucun acquis défensif. Et ça va vraiment coûter cher à Monaco, qui du coup va être mené 2-0 alors qu'ils sont dominants. Euh, la petite cerise sur le gâteau compliqué de Monaco, ça va être le carton rouge de Denis Zakaria. Voilà pour son retour expulsé. Comme ça, t'es content de le retrouver. Donc ils vont encaisser ce but, encaisser le carton rouge et après forcément à 2-0 plus carton rouge, ça va dérouler côté Rennes qui là pour le coup vont prendre le dessus et ils vont inscrire le troisième, le quatrième dans la foulée. Monaco va réussir à sauver l'honneur, mais on sent que l'esprit n'y était plus après le deuxième but de Rennes. Ça a vraiment fait mal au moral et ça montre encore la fébrilité de cette équipe de Monaco qui, quasiment sur chaque occasion, est en danger de but, alors même que l'équipe adverse s'en procure pas beaucoup en fait. Donc, ouais, t'as l'impression que les jambes, elles sont tremblantes des défenseurs monégasques. Faudrait peut-être penser à une nouvelle animation, je sais pas, peut-être le retour de Denis Zakaria, ça peut être bien de le mettre en défense centrale pour rassurer, parce que lui, il n'est pas un petit peu corrompu par ce mauvais esprit qui peut rôder dans les rangs monégasques. Mais voilà, en tout cas, encore une lourde défaite de Monaco qui a encaissé 8 buts sur ses 2 derniers matchs. 4 buts contre Lens, 4 buts contre Rennes. Ça va les faire tomber un petit peu au classement, on va pas se mentir. Là, ils sont 8e avec 20 points. C'est clairement pas les objectifs qui étaient annoncés en début de saison. Monaco pas européen, ça serait vraiment un gros choc et une grosse déception. Alors même qu'ils ont une attaque qui fonctionne bien. Avant le match, je crois qu'ils étaient deuxième attaque, ça a peut-être changé, mais en tout cas, c'est pas leur attaque qui pose le problème, vous l'avez compris. De son côté, Rennes continue un petit peu son idylle. Habib Beye, plus que jamais sauvé, qui a réussi à retrouver son groupe. Et on n'aurait jamais dit ça il y a un mois, mais Rennes repasse devant Monaco au classement. Donc ça, c'est quand même la surprise du week-end. 21 points pour Rennes, 6e. Ils retrouvent les places européennes. Donc, belle satisfaction et belle série en cours pour Rennes qui devient vraiment un candidat tout simplement à l'Europe et au top 5. Voilà, tandis que Monaco s'éloigne un peu plus de ses ambitions de podium avec cette nouvelle lourde défaite. Et il y a déjà eu un changement de coach avec l'arrivée de Pocognoli qui est remplacé à 18h. Est-ce qu'il faudrait de nouveau changer de coach ou lui laisser un peu de temps, mais dans les conditions actuelles, est-ce que il aura du temps? Je sais pas, c'est assez compliqué la situation à Monaco. Là, il faut vraiment trouver des ajustements rapidement s'ils veulent pas s'éloigner trop des places hautes de notre championnat. Il va falloir trouver des solutions et surtout défensives pour rassurer tout le monde. Voilà pour un petit peu le haut du classement. On va un peu plus maintenant se plonger dans les bas-fonds, dans ces clubs qui jouent tous les week-ends avec la peur de descendre. Et on va commencer par le choc entre Toulouse et Angers. Alors Toulouse un peu moins concerné par le maintien, même si, attention, s'ils continuent comme ça, ils vont finir par l'être. Angers, dans son ADN, dans sa construction d'équipe, beaucoup plus concerné, évidemment. Donc c'était un match très important pour les Angevins qui restent sur une bonne dynamique, une bonne série. Sur les 5 derniers matchs, ils ont perdu qu'une fois, c'était contre Lille, donc une équipe du haut de tableau. Sinon, il y avait eu pas mal de choses intéressantes, pas mal de bons matchs et de bonnes choses proposées. De son côté, Toulouse, ça reste l'équipe la plus mid
qu'on puisse avoir dans notre championnat, l'équipe ventre mou par excellence. Ils font que des matchs nuls, sauf quand ils perdent. Voilà, comme ça, il n'y a pas de galère. Ça veut dire que du coup, ils avancent pas. Quand tu prends un point par un point, c'est vrai que c'est compliqué de jouer mieux que les places entre 10 et 13 ou 9 et 14, voilà, à choisir. Toulouse, c'est vraiment cette équipe-là. Là, ils étaient en plus sur 3 défaites d'affilée contre Rennes, Le Havre et Lorient. Donc la dynamique, elle est clairement pas folle. Donc il y avait besoin de changer ça. Mais pour le coup, il n'y a quasiment rien qui bouge dans le 3-4-3 de Carles Martinez-Novel. Ça reste une attaque Beau, Emerson, Magri, des pistons Metalli, Donum. T'as l'impression qu'il a trouvé la recette pour gagner, mais il gagne pas. Donc je sais pas. Après les joueurs individuellement, moi je suis d'accord de les mettre sur un terrain en Ligue 1, mais ensemble là, l'attaque Beau, Magri, Emerson, elle m'effraie depuis qu'ils sont alignés à 3. Magri, c'est plus le même joueur. Emerson, pendant le match, il a encore raté des occasions de malade. J'ai en tête la frappe qui l'envoie s'écraser sur la barre alors que Kofi il est au sol. Donc ouais, après c'est des joueurs qui sont pas du tout en confiance. Du coup, quand les résultats suivent pas, c'est sûr que c'est compliqué. Mais bon, il y a peu de changements pour Carles Martinez-Novel qui fait confiance à ces mêmes joueurs. Côté Angers, on comprend que la confiance elle est laissée aux mêmes parce que ça va bien et qu'ils jouent plutôt bien. En vrai, Angers, il y a eu ce match contre Marseille qui a vraiment été un déclic au Vélodrome. Et depuis, ils ont pris conscience de leur qualité et donc on reste un petit peu sur les mêmes bases avec du Louis Mouton en numéro 10, du Sidiki Chérif en attaque qui a vraisemblablement remplacé durablement Prosper Peter. Mais ça en fait un super sub, donc ça pourquoi pas. Du Amin Zbaï qui est arrivé en cours de saison mais qui a trouvé sa place directement, hyper intéressant. Tout ça géré un petit peu par le tonton Imad Abdelli au milieu, qui est un peu le métronome et la tour de contrôle. Donc voilà, il y a des acquis du côté angevin et on cherche à jouer dessus. Ils vont réussir à marquer le premier but Angers sur une de leurs seules occasions du match. En vérité, ça va être un match compliqué pour eux, mais ils vont jouer sur comment dire, les lacunes défensives de Toulouse qui sont permissifs. Dans leur dos, il y a quelquefois des problèmes de placement. Et là, ils vont bénéficier de ça. Et en plus d'une petite réussite, parce que la frappe c'est Haris, pas du tout Haris. Yacine Belgdim qui va marquer sa frappe. Elle est contrée, je crois que c'est par Mackenzie. Ça lobe Guillaume Rez, donc pas mal de réussite. Mais la défense toulousaine assez apathique. Après, ils vont quand même bien se reprendre, Toulouse. Même si dans le jeu, je trouve que ça a été un peu ronronnant. Il y a quand même énormément d'occasions sur coup de pied arrêté. Ils vont trouver la barre par 2 fois. Donc, comme je l'ai dit avec Emerson sur cette frappe où il est seul face au but quasiment vide. Hervé Kofi, il va faire un match incroyable. Hein. Je me demande qui l'a placé dans ses 7 meilleurs gardiens du championnat. Je vous laisse le deviner. J'avais peut-être un petit peu raison sur ce coup-là. Mais en tout cas, énorme match. On n'est pas surpris d'Hervé Kofi qui va vraiment sauver les siens à plus d'une reprise. Et ça va permettre à Angers de glaner cette victoire qui est très importante pour eux. Parce que du coup, ils recollent carrément avec Toulouse à 16 points. Donc ça, c'est une très très belle victoire. Ils s'éloignent de la zone rouge. Ils sont à 5 points des premiers relégables. Donc très bon match de Angers, même s'ils ont subi, ils ont su être cliniques sur les seules occasions qu'ils ont eues. Et aussi cette solidité grâce à Hervé Kofi qui les sauve à maintes reprises. Côté Toulouse, match assez frustrant parce que tu te dis que tu as les occasions, mais au final, dans le dernier geste, tu as énormément de déchets. Je trouve Yangbo quand même intéressant.
En attaque, je ne sais pas ce que vous en pensez, amis toulousains, mais je trouve que c'est l'un des seuls qui est capable d'apporter un vrai danger dans le jeu. Franck Magri, je ne le reconnais plus. Emerson, je crois que je ne l'ai jamais connu. Donc il faudrait peut-être tenter une autre adaptation. Après, je pense que Franck Magri est un numéro 9 et que Emerson lui prend un peu sa place. Donc les aligner tous les trois, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Mais en tout cas, Toulouse, ça cale complet là. On est à la 13e journée, ils ont 16 points. Ouais, ils prennent un point par journée. Ça, c'est du Toulouse tout craché, mais il ne faudrait pas non plus déconner et aller frotter avec la zone rouge. Je sais que c'est difficile de se motiver quand on ne joue pas l'Europe, mais là, il s'agirait de se bouger parce qu'ils vont finir par se faire peur, Toulouse, alors qu'ils ont plus de qualité que ça. Contrairement à d'autres équipes qui sont un peu plus en difficulté comme Brest ou Metz. Et c'était l'affiche de ce week-end. C'est un peu le match de la peur, Brest-Metz, deux équipes complètement en galère dans notre championnat pour deux raisons différentes. Metz, c'est à cause de leur début de saison catastrophique, mais ça revenait très bien avec 3 victoires d'affilée avant la trêve. Donc ça, c'était assez miraculeux. Ils ont réussi à arracher la victoire contre Lens, qui les a vraiment relancés. Et ensuite contre Nantes et Nice. Donc alors même qu'ils n'avaient pas gagné un seul match, ils en ont pris 3 d'affilée. Donc la dynamique, elle était vraiment positive pour Metz avant ce match contre Brest à Brest. Alors que pour les Bretons, beaucoup plus compliqué. Ils n'ont pas gagné depuis septembre avant ce match-là. Donc très peu de certitude et on va retrouver ça dans les compositions d'équipe. Hein. Côté brestois, les incertitudes, on les sent dans les choix d'Éric Roy. Il va vraiment faire tourner et donner la chance à pas mal de nouveaux joueurs. Je pense à Grégory Couder au but, qui va remplacer l'affreux. Il n'était pas là en fait, il n'était pas dans le groupe, Mayeki. Bon, c'est peut-être pour ça qu'il a eu sa chance, Couder, mais en tout cas, c'est tant mieux pour lui et c'est tant mieux pour Brest parce qu'on n'en peut plus de Mayeki. Daouda Guindo, titularisé en latéral gauche à la place de Bradley Loco. Absent lui aussi, donc ça laisse pas mal de chance. Une attaque avec Patem Boop titulaire, ça c'est pas forcément habituel non plus. On reste quand même avec du Del Castillo, du Ayork et du Doumbia pour donner une direction offensive. Mais voilà, pas mal de choix forts de la part de Éric Roy. Pas mal de choix forts aussi côté Stéphane Lemignan, avec titularisation de Joël Assoro devant. Cheikh Sabali en numéro 9. Ça aussi, c'était pas forcément attendu. On sait que Metz, ils avaient récupéré Habib Diallo, mais il n'était pas là, je crois, pour ce match-là. Dutsi Taishvili, voilà, toujours un petit peu ce tâtonnement côté Metz, mais on essaye de surfer sur la bonne dynamique d'avant-trêve. Et ça a failli payer parce que le match il tourne pas en leur faveur, mais au dernier moment, ils vont encaisser un penalty dans les dernières minutes, alors que Fischer avait réussi à arrêter un précédent. Donc ils vont encaisser 2 penaltys et le deuxième, la faute, elle est complètement débile. Donc frustration côté Metz. Après, si on doit revenir dans le match sur sa globalité, il est clairement dominé par Brest. Le but rapide aurait pu laisser croire, le but rapide de Patem Boop aurait pu plonger Metz un peu dans ses vieux démons, mais ils vont réussir à réagir par Titaishvili. Comme je l'ai dit, Brest va être dominateur et à l'entame de la seconde mi-temps, ils vont réussir à marquer par l'intermédiaire de Kamori Doumbia. Et à ce moment-là, on se dit que le plus dur a été fait parce qu'ils avaient les occasions, mais qu'ils n'arrivaient pas à débloquer le verrou. Au final, Metz, par un coup du sort, je crois qu'ils ont cadré 0 frappe en deuxième mi-temps. Sur un autogol, ils vont réussir à braquer le 2-2. Et à ce moment-là, on se dit que la réussite, elle est totale côté Metz, que tout leur réussit après un début de saison galère. Tout va dans leur sens. Au final, pas du tout. 2 pénaltys en fin de match. Le premier arrêté par Fischer, où là, ça confirme la théorie de ça y est, ils ont la baraka, c'est bon pour eux. Et au final, ils vont encaisser ce dernier pénalty qui les condamne, donc 3-2.
Victoire quand même dans l'ensemble méritée pour Brest, qui a été l'équipe la plus entreprenante dans ce match et qui se sauve un petit peu de cette zone rouge dans laquelle ils étaient. C'était 3 points très importants à prendre à domicile face à un adversaire direct, un Metz qui joue aussi les dernières places. Metz, heureusement qu'ils ont eu ces 3 victoires d'affilée avant la trêve, parce que là ils sont encore enlisés dans cette zone rouge, mais ça va mieux du coup. 11 points, ils sont qu'à 2 points de Brest, 14e. Ils ont encore la possibilité, ils se sont donné la possibilité de s'en sortir avec cet enchaînement de victoires. Et cette défaite à Brest, elle met un petit peu un coup d'arrêt dans la bonne dynamique, mais au moins ils ont trouvé ce qui pouvait bien aller. Pour finir, le week-end il s'est terminé par une belle affiche entre 2 équipes ambitieuses. C'était Lille face au Paris FC. 2 équipes qui rêvent d'Europe. Lille, j'ai l'impression un petit peu plus de manière un petit peu plus rationnelle, dira-t-on. Ils ont un peu plus les armes pour jouer l'Europe. Même s'ils restaient sur des résultats un peu compliqués, il y avait eu cette défaite à Strasbourg qui avait fait vraiment mal avant la trêve, qui avait été un petit peu un enchaînement négatif, parce qu'il y avait eu aussi cette défaite en compétition européenne contre Belgrade, donc il y avait un petit peu un cercle vicieux. Ça, c'est un peu la même côté Paris FC, il y a du bon et du moins bon. Il y a cette défaite à Rennes qui est un peu symbolique de leur saison, c'est-à-dire qu'ils jouent bien, mais ils n'arrivent pas à prendre les 3 points. Belle victoire contre Monaco, donc voilà, ça alterne entre des bons matchs où tu te fais un petit peu voler et des victoires où tu arrives à être clinique. Il y avait du coup ces dynamiques-là. Au niveau des compositions, choix assez fort côté Bruno Genesio d'aligner 2 attaquants axiaux de métier, Hamza Igaman et Olivier Giroud, qui n'avaient jamais été associés depuis le début de saison à 2 en tant que titulaires. Donc ça, c'était un choix fort et en vrai, ça a payé. J'ai trouvé sur le match l'association entre les deux vraiment pas mal du tout. On sait qu'il y a d'autres équipes dans notre championnat qui ont un système à 2 attaquants. Je pense à Rennes notamment qui utilise pas mal le pôle avec un autre attaquant. J'ai un peu des interrogations sur ce système, mais là, côté Lille, ça a vraiment bien payé. Ça a été vraiment concluant. Titularisation d'Ozamé aussi, Sarawi, qui a été un choix fort côté Bruno Genesio avec l'absence de Fernandez Pardo. Côté Paris FC, le choix fort, il reste celui de la titularisation de William Goebbels et, à la place de Crasso, et l'absence de Maxi Lopez qui force un petit peu la titularisation de Mathieu Cafaro. Je pense que c'était sa première titularisation, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà un peu les choix à la fois forcés et prise de décision des 2 entraîneurs. Et en vrai, ça a été un match assez beau à regarder. L'entame, elle est clairement en faveur du Paris FC. Ils vont réussir à conclure par le but de William Goebbels. Donc ils vont réussir à marquer dans leur temps fort. Mais rapidement, on va sentir que Lille, ils sont quand même au-dessus. Ils vont prendre du temps à marquer, mais l'inévitable Olivier Giroud va délivrer les Lillois. Et la deuxième mi-temps, elle va aller un peu dans le même sens, avec une domination quand même assez réelle pour Lille. Si je regarde les stats, ils ont quand même 2 fois plus de tirs et 2 fois plus de tirs cadrés. Clairement, ils ont dominé. Le Paris FC a essayé de jouer avec ses armes, mais on a senti que l'absence de Maxi Lopez a fait vraiment du mal. Et on peut le comprendre, hein, il apparaît comme l'un des meilleurs joueurs de cette équipe-là. Ilan Kebal, il fait vraiment un très bon match. Il ressort clairement du lot, mais je l'ai senti un peu, moi, isolé. Et au final, le verrou parisien, il va finir par sauter dans le temps que préfèrent les Lillois, c'est-à-dire les 15 dernières minutes. Ils vont enchaîner le but d'Olivier Giroud pour le doubler sur penalty à la 77e et le but d'Aïssa Mandi à la 80e
pour donner 2 buts d'écart. Paris va réagir et va combler avec un but à la 84e minute. Donc à ce moment-là, petit frisson à Pierre Mauroy où on se dit ils vont peut-être se faire braquer ce match-là alors qu'ils avaient fait le plus dur en se donnant de l'air et 2 buts d'avance. Mais au final, tout va aller dans le sens des Lillois qui vont avoir un deuxième penalty. 2 pénaltys qui sont assez contestables, hein, on va pas se mentir, ils ont pas mal de réussite dans ce match-là, mais bon, ils ont quand même dominé la plupart du temps. Gros match d'Aliou Boadi, j'ai trouvé au milieu de terrain qui a rayonné, hein, comme je l'ai dit, en l'absence de Maxi Lopez, ça se comprend un peu plus. Gros match aussi d'Ozamé Sarawi qui a fait passer une sale soirée à Amaury Traoré, à Marie Traoré, pardon. Donc voilà, Lille qui se relance bien, tandis que le Paris FC qui, ouais, pour le coup, qui cale un peu. D'habitude, ils ont l'habitude de perdre, mais bien joué. Là, c'était un peu différent dans le scénario. Après, c'est vrai que leur calendrier, il a vraiment été pas favorable. Je rappelle que Paris FC, ils ont affronté Lyon, Monaco, Rennes et Lille enchaînés là sur les 4 derniers matchs. Donc ça a été un calendrier compliqué. Là, ils vont pouvoir peut-être prendre un peu plus de points dans des affiches plus simples. Pardon. Ils vont recevoir Auxerre la semaine prochaine, se déplacer au Havre, recevoir Toulouse avant la trêve. Donc ça, c'est leurs 3 prochains matchs. C'est des rencontres plus accessibles où là, il va falloir qu'ils prennent des points s'ils veulent vraiment jouer les places hautes du championnat, parce que pour l'instant, ils sont avec ce paquet Toulouse, Angers, Nice bloqué dans le ventre mou. Voilà. Donc si leurs ambitions font qu'ils veulent jouer les places européennes, il va falloir prendre des points contre ces plus petites équipes. Voilà pour ce débrief du week-end. On n'a pas fait tous les matchs comme d'habitude, mais je pense qu'on consacrera certaines vidéos plus spécifiques sur les équipes qu'on n'a pas fait, comme par exemple Lyon, Nantes, Nice par exemple. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous avez analysé vous aussi sur ce week-end de Ligue 1. En attendant, portez-vous bien, on se dit à la prochaine. Comme d'habitude, mon Twitter en description si vous voulez suivre les matchs le week-end en direct. Et voilà, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt en vidéo ou autre. Allez, salut!